de Tshisekedi et de Kamere, la menace pour Kabila, c'est Kamere, ce n'est pas Tshisekedi. Kabila Kabange Joseph, 1 308 695. Tout celui qui sait qu'il a contrevenu contre la loi, celui-là sera poursuivi par la justice. Ce qui est dit est dit. Voilà, bonjour à tous chers compatriotes, vous tous qui nous suivez sur Questions-Réponses, l'émission qui vous propose les informations, le débat et aussi les échanges en ce qui concerne les actualités ayant trait à la République démocratique du Congo. Je suis Fabian Var Kouswanika. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de politique, mais ça sera en tout cas un fait divers, mais un fait divers qui interpelle quand même. Eh bien, j'ai invité pour vous pour parler de cette histoire monsieur ou maître François Sabakonzi. Il est donc avocat d'un Congolais ou belge d'origine congolaise, selon Maître va essayer un peu d'expliquer tout à l'heure. Alors, il s'agit d'une affaire d'emprisonnement d'une personne qui est, semble-t-il, dans ses droits et que la personne se retrouve en ce moment ici dans un asile psychiatrique, c'est-à-dire un asile ou, je sais pas moi, une prison réservée aux fous. C'est bien ça, Maître? Oui, c'est bien ça. Alors, Maître, beaucoup de gens vous suivent à Kinshasa, d'autres vous suivent sur Internet par Téléchangu, donc www.telechangu.com, la web TV, comme nous disons, de la culture de l'excellence. Alors, pour ces personnes-là, je ne sais pas comment on peut vous présenter. Oui, je pourrais me présenter comme un avocat ici, œuvrant à Bruxelles, en Belgique, depuis 1999. J'ai fait mes études de droit à l'Université libre de Bruxelles. J'ai fait une spécialisation en droit européen international, mais depuis janvier 1999, je travaille comme indépendant au barreau de Bruxelles. Alors, ce qui fait que je côtoie pas mal de clients d'origine africaine ou d'origine européenne. Cela étant, l'ethnie ou la race n'est pas un prétexte. Important, ce qui importe, ce sont les matières que vous traitez. Que je traite. Alors, j'ai à connaître Daniel Basaki Botikara depuis 1999. Et si je me permets d'expliquer un peu l'historique de ce monsieur qui est harcelé et qui vit dans... On va en parler donc depuis 1999. Vous êtes son avocat pour la même affaire, si je comprends très bien. Non, pas pour la même affaire. Mais pour plusieurs affaires. Pour l'affaire dont l'emprisonnement aujourd'hui serait compréhensible si je m'explique un peu. Grosso modo, en 1999, il travaillait au sein de Belgacom. Donc Belgacom, c'est une entreprise belge de télécommunications. Voilà. Un peu comme OCPT à Kinshasa ou peut-être Vodacom. Voilà. Ou, enfin, je ne cite pas les noms, hein, mais bon, entreprise des communications tout simplement. Oui, alors il a eu le malheur d'inventer, d'avoir un brevet européen. Il a découvert dans le système de Internet, à travers les fibres optiques, il peut installer une société qui peut à la fin mettre sur le tapis Belgacom. Donc, c'est-à-dire, il faut bien préciser déjà, Monsieur Daniel Boseke Botikala a inventé un système pendant qu'il travaillait encore chez Belgacom. Donc, voilà. Disons, la mastodonte des communications ici en Belgique. Oui. Et donc, il a inventé un système qui, s'il était entre les mains, par exemple, d'un concurrent, ça mettrait automatiquement Belgacom à terre. Oui. Et son invention est reconnue, c'est ce que vous voulez dire? Oui, tout à fait. Il est reconnu au niveau européen. Comme inventeur. Oui, il a 30 ans, il a la sauvegarde de l'exploitation lui-même. Bien entendu, depuis quelques années, il a eu des soucis avec la justice. Je ne sais pas si encore son brevet est sauvegardé au niveau européen. Mais est-il qu'au début, disons dans les années 2000-2001... Alors, essayez un peu de préciser aussi son statut administratif. Est-ce qu'en faisant tout ça, c'est un Congolais qui le faisait, résident en Belgique, ou c'est un Belge d'origine congolaise? C'est un Belge d'origine congolaise qui le faisait à cette époque. Alors, je l'ai eu effectivement au début de ma carrière d'avocat, en 1999, lorsque Belgacom l'expulsait de son entreprise suite à cette invention, cela étant parce que pour eux, il ne travaillait plus. Et on l'a chassé en disant qu'il était insuffisamment coté 2 fois. Et il est chassé en 1999. Baseke a fait un recours au Conseil d'État qu'il a gagné en 2003. Et depuis 2003, Baseke est censé être un agent de Belgacom, mais malheureusement, Belgacom ne le prend pas comme son employé. Ce qui fait que Baseke, il a des problèmes d'avoir un salaire ou d'avoir quelque chose comme pension de chômage. Qu'est-ce qu'on a fait? Malgré mes rappels ou bien plusieurs courriers qu'on a adressés au ministre des Entreprises publiques ou à Belgacom, il ne reprend pas, mais
le ministre de l'Emploi lui a donné une allocation de chômage, alors qu'il n'est pas chômeur. Voilà la situation de Basséké. Alors, depuis 1999, lorsqu'il est chassé de Belgacom, à partir de 2003, il était supposé être repris par cette entreprise publique. Jusqu'à aujourd'hui, on a adressé plusieurs lettres, enfin, sans avoir aucun effet, sans aucune... Et donc, si je comprends très bien, lui, se considérant toujours comme employé de Belgacom, il ne menait pas d'autres démarches, par exemple, pour trouver un emploi ailleurs. Non, il ne le menait pas. Ça se comprend. Un jour, il a travaillé au sein de la SNCB comme un agent contractuel dans les années, je crois, entre 2000... La SNCB, donc, c'est la Société des chemins de fer de Belgique. Oui, voilà. Il a cherché l'emploi à titre temporaire parce qu'il s'estime toujours être un agent de Belgacom. Si même aujourd'hui, il devait prendre un emploi quelque part, il serait toujours sous contrat parce que là, il était fonctionnaire de l'État. Et il le laisse toujours. Mais alors, les ennuis de Basséké viennent d'où? Au moment où il était l'employé de Belgacom, il avait un crédit d'une maison qui se trouve à Ridi Progrès, tout près de la gare du Nord. Et cette maison, il avait été financée par BNP Paribas, anciennement Fortis Bank. Et alors, finalement, comme il ne payait pas d'une manière qui soit régulière parce qu'il n'avait plus de salaire, il n'avait plus de salaire, Fortis va essayer de vendre cet appartement. Et lorsqu'il la vend d'une manière irrégulière encore. Allez doucement. Oui. C'est-à-dire, M. Basséké ne paye pas régulièrement son crédit immobilier, mais il doit à la banque, il doit à la banque de l'argent. Oui. Et la banque vend cette maison comme pour recouvrer son crédit. Il vend cette maison pour recouvrir son crédit, mais il le vend d'une manière irrégulière. Bon, maintenant, expliquez que signifie vendre de manière irrégulière. Vendre d'une manière irrégulière, c'est qu'au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, lorsque vous êtes francophone et que vous pouvez être cité dans une des langues, soit le néerlandais ou le français, vous pouvez opter pour une des langues. Daniel, lorsqu'il a eu une citation néerlandais, il a demandé le changement de langue, ce que le juge a accepté, mais la poursuite n'a jamais été en langue française. Ce qui fait qu'il y a un notaire qui s'appelle Masseris, il va faire vendre son appartement en utilisant la langue néerlandaise. Et là, que M. Basséké ne comprenait pas. Bien sûr, qu'il ne comprenait pas, alors qu'il avait diligenté tout à fait des actions tout à fait régulières dans la langue française. Et aujourd'hui, ces actions, ils sont pendantes devant la justice, mais l'appartement est tout à fait vendu à une personne qui aujourd'hui travaille à la Cour constitutionnelle belge. Donc c'est comme entre professionnels de droit, si je comprends très bien. Voilà ce qui s'est fait. Alors pour comprendre la situation, c'est là où vient le Marel de Basséké aujourd'hui, parce que depuis 2007, lorsqu'il a vu que son appartement a été vendu, le type qui l'avait acheté, il est venu en disant, bon écoute, messieurs, tu quittes ton appartement, c'est le mien. Basséké s'y est opposé. Le type, il est allé amener la police de Saint-Jean-Sonode. On l'a menotté, on l'a frappé, on l'a interné. Finalement, comme Basséké prospérait, le type, il a engagé, il a déposé une plainte en harcèlement envers Basséké. Nous sommes en 2007. Ouais. Et c'était au mois d'août. Donc ça, c'est l'acheteur. La personne qui a acheté auprès de Fortis vient demander à M. Basséké de partir de la maison. Basséké va refuser. Voilà. Et monsieur va aller porter plainte. Et que ce monsieur-là fait partie de la Cour constitutionnelle de Belgique. Jusqu'aujourd'hui. Oui. Comme conseiller, comme, je ne sais pas moi, juge, comme... Oui, je sais qu'il travaille là-bas, mais de toutes les manières, c'était magistrat. Ah. Oui, c'était magistrat, ce n'est pas un employé, il a un statut, il faut le relever de toutes les manières. Bon, alors, nous sommes en 2007, c'est la première plainte de ce monsieur. Il va déposer une plainte et la juge d'instruction, il va indiquer qu'il n'y a aucune inculpation avec Basséké. À cette époque-là, il l'accusait de harcèlement et de rébellion envers la force publique. Nous sommes en 2007. Donc il ne l'accuse pas comme étant quelqu'un qui vient se chamailler pour l'appartement. Oui. Mais c'est plus pour... Aussi. Disons qu'au niveau des préventions, le juge d'instruction le tenait au harcèlement, à la rébellion, et puis je crois que c'est les deux premières inculpations à cette époque, en 2007, qui retenaient à cette époque. Mais le juge d'instruction va refuser d'inculper Daniel en 2007 et va indiquer que Basséké peut le tourner dans son appartement. Alors...
Là, ça devient intéressant. Oui. C'est-à-dire que le juge qui va se saisir de ce dossier va décider. Le premier juge d'instruction. Donc, le premier juge d'instruction, il juge que Basséké peut retourner dans son appartement, Oui. mais il le condamne pour harcèlement. Non, il ne le condamne pas. Ah, Il l'absout de tout harcèlement. Donc la plainte qui avait... donc il le considère comme le propriétaire légal de cet appartement. Voilà. Estimant que si monsieur l'acheteur se prétendait être effectivement le propriétaire de la maison, il n'a qu'à engager des actions en justice. Nous sommes en 2007. Alors, Daniel va continuer effectivement à demander à ce monsieur de quitter l'appartement. Il va demander aussi au syndic, parce qu'il vivait dans un appartement, plutôt dans un immeuble à plusieurs appartements. Il y a un syndic qui fait la copropriété, qui gère l'immeuble. Mais il n'aura pas gain de cause. Nous sommes en 2007. Et en 2008, le nouveau propriétaire, le même qui avait déposé la plainte, il va déposer une seconde plainte. Et sur base de cette seconde en plainte, Daniel sera enfermé en mai 2008. Une première fois donc. Une première fois. Là, non, c'est une deuxième fois parce qu'au mois d'août aussi, il avait été enfermé, mais dira à peu près 48 heures. 48 heures. Oui, mais le juge d'instruction... Pour le même problème. Pour le même problème. Alors, au mois de mai, il va être enfermé le 28 mai 2008, si mes souvenirs sont exacts. Il va être emprisonné si la deuxième plainte de ce monsieur, qui va l'accuser de fou. Maintenant, ça y est. Oui. En demandant qu'on doit interner ce type-là parce qu'il est dangereux pour la société. Donc lui-même, il décide comme ça, sans avis médical, que le monsieur est fou, il faut qu'on l'interne. Oui. Alors, à ce moment-là... Donc les juges de la Cour constitutionnelle. Non, au niveau du... Il faut comprendre la procédure que lorsque vous déposez une plainte avec constitution partie civile, le dossier va chez le juge d'instruction qui travaille au niveau, je dirais, du tribunal de première instance. Vous avez dit qu'en 2008, le monsieur va porter encore plainte et va demander que monsieur soit interné parce qu'il est, enfin, comme fou, quoi. Il porte plainte que monsieur Basséké est fou. Oui, il va donc il va l'accuser de harcèlement, de rébellion, beaucoup de choses. Mais en soi, c'était le harcèlement parce que Daniel voulait entrer dans son appartement, mais monsieur ne voulait pas aussi céder l'appartement. Oui, alors en 2008, il va demander au juge d'instruction, c'est la deuxième plainte, pour mémoire, le juge d'instruction, c'est lui qui s'occupe de l'instruction d'un dossier lorsque vous vous plaignez et que vous avez déposé une caution qu'on appelle la constitution de partie civile. Alors, ici, dans ce dossier, dans cette deuxième plainte, l'acteur occupant de l'appartement, il va demander au juge de l'interner parce qu'il croit qu'il est fou. Effectivement, le juge d'instruction va adhérer à sa plainte. Alors que le juge d'instruction, le premier, l'avait absous. Avait absous M. Basséké. Oui, de ses préventions. Le deuxième, il suit le nouvel acheteur. Voilà. Il va le suivre tout à fait. Alors que... Et il n'a pas demandé une expertise Il a demandé. Il a demandé au mois de juin 2008. Il y a un psychiatre qui habite tout près de la prison, de l'annexe psychiatrique de la prison de Forêt. Il va un jour, un certain samedi, venir à dire à Basséké, je suis assistant social, je viens, on va parler, je viens comprendre comment vous êtes ici. Daniel Basséké va lui dire qu'il ne comprend pas comment à 21 il vient là-bas. Finalement, lorsqu'il va refuser, c'est là où il lui dira, ah, je suis psychiatre, je voulais t'expertiser. Alors Daniel lui dit, non. Ça va pas. Tu es venu comme un assistant social et maintenant tu te dis psychiatre. À cette heure-ci, nous sommes un samedi. Alors, Basséké, finalement, il va lui dire ce qui est advenu avec ce monsieur d'une manière qui soit la plus claire possible. Nous sommes au mois de juin et alors au mois de novembre, exactement, non, au mois d'octobre plutôt, le 1er octobre 2008, la Chambre du Conseil de Bruxelles va reconnaître Basséké comme quelqu'un qui harcèle, comme quelqu'un qui a violé le domicile, comme quelqu'un qui s'est attaqué aux policiers lorsqu'on lui demandait de ne pas entrer là-bas, et va indiquer qu'il doit être interné parce qu'il a des problèmes mentaux. Oui. Disons que la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude ou des délinquants sexuels indique effectivement que lorsque le juge d'instruction trouve que la personne
est en état de démence ou en état de déséquilibre mental ou de débilité mentale, il peut l'interner. Mais on l'interne pourquoi? Parce qu'il constitue un danger pour la société et pour lui-même. On l'interne pour lui donner des soins, pour suivre une certaine thérapie, parce qu'on considère qu'effectivement, ce qu'il a fait, il n'était pas responsable de ses actes. Nous sommes le 1er octobre. Daniel le 2, il va faire l'appel à cette époque. Et lorsqu'il fait appel, l'appel sera jugé le 24 décembre 2008. Mais entre-temps, Daniel il avait demandé une mise à liberté provisoire devant la chambre du conseil normal. Et il l'obtiendra. Il va l'obtenir le 27 novembre 2008. Et la chambre de mise en accusation, c'est l'appel de la chambre du conseil. Il va indiquer dans son arrêt que Daniel, il doit être libéré provisoirement parce que ça fait plus de 6 mois qu'il n'y a jamais eu jugement au fond. Nous sommes le 27 novembre 2008. Et ceci étant, je crois qu'à cette époque-là, l'affaire avait déjà été connue au niveau de la justice, mais même au niveau de la commission de la justice de la Chambre des représentants belge, parce que Daniel avait écrit aux sénateurs et aux députés en indiquant qu'il est emprisonné d'une manière qui soit la plus irrégulière. Alors, le 24 du 12 2008, la chambre du conseil, plutôt la chambre des mises en accusation, qui devait statuer sur l'appel de l'ordonnance du 1er octobre, va indiquer que Daniel, maintenant, il est libre, il doit quitter, effectivement, il est mis en liberté, et qu'il met en ayant son emprisonnement à l'annexe psychiatrique de la prison de Forêt. Nous sommes le 24, il dit. En 2008 déjà. En 2008. Donc il y a 5 ans déjà. Il y a 5 ans. Alors, Daniel, à sa sortie de prison, c'est là où il va engager une action devant le juge de paix, parce qu'il s'estimait effectivement lésé. Ouais. Et alors, il va tenter une action devant le juge de paix de Saint-Just-Note. Il va lui indiquer, écoute, monsieur le juge, monsieur, c'est lui qui me harcèle, il doit quitter mon appartement et je dois entrer. J'ai des actions en justice, ils ne sont pas terminées, qui s'en a et moi, je veux absolument entrer. Alors, au moment où nous étions allés plaider l'affaire, c'était le 14 mai, mes souvenirs sont exacts, nous rencontrons une police qui a été mandatée par la juge d'instruction pour être arrêtée. Donc, tout ce que vous racontez là, nous sommes en 2008, donc 5 ans déjà, c'est passé. Nous sommes, maintenant j'arrive en 2009, mais les premières années... Vous parliez de sa sortie de la prison, en fait. Quand il a reçu la liberté provisoire, oui. Il essaye un peu de demander son appartement pour l'occuper, parce que effectivement, je vous ai parlé de l'ordonnance de non-occupation qui avait eu lieu en 2007, qui disait qu'il n'avait en tout cas commis aucun harcèlement avec ce type-là. La contradiction envers le deuxième juge d'instruction qui l'inculpe maintenant s'il les mêmes faits, alors que l'article 17 de la loi dit 20 juillet 1990 si la détention préventive n'aurait dit même pas. Mais nous sommes maintenant en 2009, au moment où Daniel avait demandé au juge à ce qu'il puisse occuper son appartement. Alors il est arrêté en plein jour et le 14 mai il sera arrêté et emprisonné toujours à la prison de Forêt. Toujours une fois de plus à l'annexe psychiatrique ou bien cette fois-là on le met ailleurs? Non, à la prison de Forêt. Si je parle d'annexe, c'est que c'est à l'annexe des fous. Mais si je parle de la prison de Forêt, c'est-à-dire la prison normale. Voilà. Oui. Alors, nous sommes en 2009, comme je vous le disais. On va bien entendu faire appel contre l'ordonnance de la Chambre du Conseil qui l'emprisonnait à cette époque-là. Et je me souviens que le juge d'instruction, la même qui avait arrêté Basseke pour la deuxième fois, la juge d'instruction, et cela la même qu'il va arrêter en 2009, il avait demandé à ce que Daniel fasse une expertise psychiatrique à vue de son internement. Nous sommes en 2009. Et malheureusement, au niveau de la paire, le ministère public va être débouté. Et Basseke sera libéré le 5 juin 2009. Et l'arrêt de la Chambre de mise en accusation disait que Daniel ne pouvait plus être arrêté, sauf pour un autre motif que le harcèlement. Nous sommes en 2009, l'affaire continue,
effectivement, Daniel, après ça, il va essayer de voir comment poursuivre ses actions en justice, ce qu'il fera effectivement. Mais qu'est-ce qui va se faire entre-temps? Je dirais qu'on reste là calme. Daniel, entre-temps, il va avoir une copine, il va avoir une vie de famille et il va vivre avec sa compagne. Disons que c'est entre-temps, depuis 2009 jusqu'en 2009 jusqu'en 2012, il s'occupe de ses 2 enfants. Et entre-temps, l'appartement, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours entre les mains du monsieur ou bien il a pu regagner son appartement? C'est toujours en main du monsieur. Mais je dirais que les actions, ils ont plus ou moins été stabilisées parce que Daniel il s'est occupé plus de la famille que de le voir les actions. Mais je vais vous dire, il y a une action importante qu'il a engagée au mois de mars 2012. Il a engagé une requête devant le président du tribunal de première instance en référé de cessation de traitement discriminatoire vis-à-vis de l'actuel occupant de l'appartement. Et c'est une loi, c'est une requête qui a été faite sur base de cette loi discriminatoire en demandant au juge de faire cesser ce harcèlement fait par quelqu'un depuis longtemps qui vient l'emprisonner alors qu'il occupe d'une manière illégale son appartement. Cette action-là, il avait été saisi par le président depuis le mois de mai 2012 et jusqu'à dernièrement, il n'y avait pas de jugement qui avait été pris. Il n'y avait pas ni d'ordonnance, ni aucune décision de justice. J'y reviendrai plus loin pour vous indiquer comment cette loi, normalement, empêche toute action publique à s'exercer lorsqu'il n'a pas pris fin. Mais qu'est-ce qui va se passer alors entre-temps? Nous sommes l'année passée, au mois de décembre. Daniel est arrêté le 18 décembre 2012 par des policiers qui viennent chez lui un bon soir, à 21h du matin, plutôt du soir, sans mandat, ni mandat d'arrêt, ni mandat d'amener, qui viennent chez lui, qui le menottent, et puis qui lui amènent à la zone de police de Hesbe, je crois que c'est tout près de lui. Alors on va lui dire... Écoute, il faut indiquer qu'il habitait Ouarem alors en ce moment, tout près de Liège. Voilà, merci beaucoup. Et donc il habitait Ouarem, et notre arrondissement judiciaire, normalement... C'est Bruxelles. Non, c'est pas Bruxelles. Oui, vous dites un autre arrondissement, oui. Oui, normalement, les policiers... devraient l'amener à la limite à Liège, peut-être. Devraient l'arrêter sur l'instruction du procureur général de Liège. Oui. Or, le procureur général de Liège n'était pas au courant de cette affaire. Oui, nous avons une réponse de lui-même où il a écrit expressément qu'il ne connaît rien de cette arrestation. Du 18 décembre 2012. Et les policiers qui l'ont arrêté sont venus de Bruxelles alors ou de... Oui, je vais vous expliquer parce que effectivement c'est une histoire, si vous ne la comprenez pas... C'est comme un roman policier là, donc oui, tout à fait. Beaucoup d'intrigues dedans et puis beaucoup de rebondissements. Oui, qu'est-ce qui s'est fait entre-temps? Ce qui s'est fait entre-temps, il y a un substitut du procureur ici à Bruxelles, dont je tairai le nom pour souci de confidentialité, vous comprendrez, des dossiers. La substitut qui travaille au niveau du procureur pour les affaires, je dirais, de défense sociale, il va, en 2011, essayer de faire emprisonner Daniel. Il va demander Alors, entre-temps, quand ça se passe comme ça, vous soupçonnez que c'est les messieurs de la Cour constitutionnelle qui occupent l'appartement, peut-être qui téléguident tout ça, ou bien c'est... Oui, ce n'est qu'évident, parce que je ne vous ai pas parlé des choses... là, je suis passé, mais il fallait que je vous l'indique, parce que lorsqu'il est sorti de la prison en juin 2009, au mois d'octobre plutôt, il a été convoqué à la commission de défense sociale. La commission de défense sociale de la prison de Follet, c'est quoi? La commission de défense sociale, c'est une institution, je dirais, plus ou moins parapénale, qui est instituée par le législateur pour désigner les établissements dans lesquels les internés doivent être casés. Alors, donc les internés, c'est-à-dire les fous. Oui, les fous. Ou les gens qui ont des problèmes mentaux. Voilà. En fait, pour eux, c'est acté, M. Basseke, c'était... Voilà, c'était un aliéné mental. À cette époque, ce n'était pas acté. C'est ce que je vais vous dire. Là, j'avais oublié quelque chose de très important. Allez-y. Parce qu'en 2009, au mois de juin,
non, au mois d'octobre, excusez-moi. En juin, il est libéré. Mais au mois d'octobre, Daniel, il va me téléphoner en me disant, écoute François, j'ai été convoqué devant la commission des affaires sociales. Est-ce que vous ne voulez pas, après-demain, aller m'assister parce que je suis sans avocat? Oui, j'ai accepté. Mais tout en acceptant, je me suis dit quand même, je ne peux pas aller sans avoir pris connaissance du dossier. Je téléphone au secrétariat, au greffe de la commission de défense sociale. Et qu'est-ce que le greffe me dit? Il me dit, ah maître, non, c'est un petit rien, c'est pour finaliser un dossier, ce n'est rien, vous n'avez rien même à consulter, ne vous en faites pas, venez, c'est pour quelques minutes, c'est pour finaliser le dossier, pour qu'on écrive que Daniel est libre, c'est tout. Bon, je suis naïf là-dedans, oui, je suis pris dans le piège et j'accepte. Quand même, je fais un effort d'écrire un document comme quoi je demandais une remise. Ceux qui vont répondre en me disant non, on ne te redonne pas. Mais le jour de la convocation, j'y serai. En principe, devant la commission de défense sociale, c'est l'avocat qui explique les faits de son client. Alors, arrivé là-bas, c'est le monde à l'envers. On va me demander d'expliquer effectivement la situation de Daniel parce qu'on voulait l'interner. Je dis quand même, vous l'internez comment? Si, quelle base? Alors, il commence à me raconter l'arrêt du 24 décembre 2008 qui a mis en néant l'internement provisoire à l'annexe psychiatrique de la prison de Forêt. Je leur ai dit, vous quand même, c'est l'envers. Vous dites que cet arrêt interne va séquer alors qu'il le libère. Je dis non, ça ne va pas, c'est pas sérieux. Ou bien, c'est moi qui ne comprends plus votre langue. Moi, le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Mais vous ne pouvez pas dire qu'un juge peut dire quelque chose de son contraire. Dans la même lettre ou dans le même document. Dans le même arrêt. Ou bien, le juge estime effectivement qu'une personne est internée, qu'il a des problèmes mentaux, qu'il est un problème pour la société, pour lui-même, alors on doit l'interner. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas le libérer. Si on l'a libéré, c'est qu'on estimait que l'internement n'est plus nécessaire. Alors, finalement, je leur ai indiqué que quand même, c'est quand même très grave vis-à-vis d'une justice qui s'en prend à un homme dont l'arrêt est clair et qui le met en néant. Alors, à cette époque-là, je leur signale qu'il y a un arrêt aussi de 2009, du 5 juin, là où le juge d'instruction et le procureur avaient demandé l'expertise et que la Cour a refusé de faire droit à leur demande. Alors, finalement, qu'est-ce qui va se faire? Je quitterai la commission de défense sociale et puis le lendemain, vers midi, je vois un fax de la commission de défense sociale où est écrit extrait de la décision de la commission de défense sociale. Basseke Botikara doit aller chez l'expert tel, passer devant l'expert en vue d'une libération éventuelle. Voilà le texte, comment il était libéré. Alors, je téléphone directement au greffe en lui disant, écoute, madame, vous me donnez l'extrait. Moi, ce que je veux, c'est la décision. J'envoie un document. Ce document n'a jamais été répondu, jusqu'à aujourd'hui. Alors, je leur dirai, moi, mon client n'y viendra pas devant cet expert-là. Ou bien vous me donnez une décision, mais pas un extrait, qui n'est même pas signé par le président de la commission de défense sociale. Finalement, effectivement, l'expert, il va convoquer mon client. C'est qu'il va me mener la convocation et je vais envoyer un courrier à l'expert en lui disant, écoute, tant que Basseke n'aura pas la décision de la commission de défense sociale, la toute décision, mon client ne se présentera pas chez vous. Alors, nous sommes en 2009 et là, je crois que tout avait cessé. Ou bien, étant donné qu'on ne me produisait aucune décision, je ne pouvais pas croire qu'une secrétaire pouvait me transmettre un acte pareil en disant extrait. Basseke doit passer devant l'expert tel. Alors en 2011, c'est ce que je vous expliquais, mais ça je l'ai su suite à l'internement, à l'emprisonnement ou l'arrestation de ce mois dernier. En 2011, il y a un sous-titre du procureur, c'est ce que je vous disais, qui va écrire au président de la commission de défense sociale sur des petits papiers jaunes
que j'ai retrouvées dans le dossier. Et le président en question, c'est au niveau de Liège ou au niveau de Bruxelles? Non, c'est au niveau de Bruxelles. De Bruxelles, ok. Oui, au niveau de la commission de défense sociale, en disant, écoute, il faut qu'on force l'arrestation de Basséké. Basséké, il fait l'objet d'un internement depuis 2008, depuis décembre 2008. Il faut qu'on force absolument son arrestation, et c'est ce qu'ils ont fait effectivement. Bon, je ne sais pas par quel mécanisme ils l'ont fait, mais c'est ce que je vous disais, des policiers sans mandat d'arrêt, sans mandat d'amener, ils vont s'introduire au domicile de Basséké à Warem, tout près de Liège, et ils vont l'amener à la zone de police d'OSP. Et là, le policier en chef, l'inspecteur principal, qui s'en prend en charge des dossiers, qui travaille avec cette dame depuis 2011, il va lui indiquer qu'il est arrêté pour être interné à l'annexe psychiatrique de la prison de Forêt. Et donc, si je comprends très bien, là, vous n'avez même pas maîtrisé comment quelqu'un qui habite Liège a été arrêté pour être transféré à Bruxelles, sans pour autant que vous puissiez soupçonner des arrangements peut-être au niveau de... parce que ici, ça fonctionne un peu de façon vraiment, comment dire, séparée entre Bruxelles, la Wallonie et ainsi de suite. Oui, si c'était une procédure qui soit la plus réglée et la plus légale, c'est-à-dire que si vous avez un magistrat, le parquet, qui veut emprisonner une personne qui se trouve dans un autre arrondissement judiciaire, il doit écrire au procureur général. Et le procureur général doit faire l'amener au dossier jusqu'au procureur du roi. Et le procureur du roi doit demander des policiers sur le terrain pour arrêter la personne. Ce qui ne s'est pas fait dans ces circonstances. C'est-à-dire tout s'est fait dans le domaine des arrangements personnels ou interpersonnels. Oui. Oui. Alors, moi, j'aurai accès au dossier le 8 janvier de cette année. Et la première chose que je vais demander, et que tout avocat demande, c'est demander avec quel titre son client a été arrêté. Moi, je m'attendais à voir un dossier, une ordonnance du juge d'instruction ordonnant un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener. Là, je n'aurai rien comme réponse. Alors, je vais forcer le greffier de la prison de Forêt en lui disant que quand même c'est inadmissible. Nous sommes le 8 janvier. Je lui dirais, mais comment est-ce possible dans un pays de droit, vous pouvez me dire qu'il n'y a pas un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener? Alors, finalement, il m'a dit, ah non, maître, je ne sais pas. Alors, je dis, alors, mon client, vous l'arrêtez comme ça? Alors, il va aller dans son dossier. Qu'est-ce qu'il va me produire? Il va me produire un extrait d'une fiche de signalement, normalement, qui est fait par le parquet. Là où est indiqué que Basséké Botikala, c'est un Congolais. Première erreur. Ah, il n'est plus belge. Il n'est plus belge. Deuxième erreur, on lui code 2 infractions qu'il n'a jamais eues dans sa vie, que je ne connais même pas, moi. La première infraction, c'est quoi? Vol avec fraction. Escalade. Donc, en fait, il n'est plus fou, il n'est plus harceleur, il devient voleur, simplement, simplement. Il devient voleur, c'est un Congolais qui devient voleur. Et puis, par ailleurs, il a détruit aussi les clôtures. Ça, c'est la deuxième infraction. Et tout ça serait passé où? On ne vous dit pas, ça s'est passé où? Non, on ne le dit pas. Jusque-là, je n'ai pas accès au dossier, mais le greffier m'a fait honneur de me dire, écoute, maître, moi, ce que je peux te donner, tu regardes la fiche de signalement, ce qu'il y a, pourquoi il est arrêté. Et effectivement, on arrête un Congolais, on arrête un Congolais bandit, on arrête un Congolais qui détruit, alors que tout ça, il n'a jamais fait aucune prévention dans sa vie. Aucune. Alors, je suis enragé, je m'en vais chez moi, mais avant d'être énervé, Et pendant ce temps, quand on l'arrête, on le met aussi en prison ou bien à l'annexe psychiatrique? Ah, ce que j'ai oublié de vous dire, que le 18, il a été arrêté à Warem. Il a passé la nuit ASB au cachot de la commune de Oui. Et le 19, à partir du 19-12, il est à l'annexe psychiatrique de la prison de Forêt. Mais qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Parce qu'il n'a pas de médicaments. Le psychiatre a refusé de les prendre parce qu'il connaît que c'était un homme normal. Il est là. Oh là là. Oui, il subit simplement la chaleur et il n'a pas de quoi manger. Parce que les types là qui sont fous, ils sont tout le temps dormants.
on les soumet à une forte chaleur incroyable et on ne les donne même pas à manger assez. Donc, vous dites, c'est depuis le 19 janvier qu'il est... le 19 décembre. Le 19 décembre 2012. Oui, ça fait bientôt 4 mois. Donc, il est arrêté, bientôt 4 mois, il est toujours à l'annexe psychiatrique. Alors, aucun document pour le moment n'établit enfin... Si je comprends très bien, vous dites, attendez, c'est tellement à la fois intéressant et triste, et puis voilà, c'est... parfois incompréhensible. Incompréhensible aussi, voilà. C'est-à-dire que vous dites, on l'arrête des 18, il passe la nuit à Ouy, nous sommes en décembre 2012, et puis on le transfère à Bruxelles. Oui. Le responsable de la prison psychiatrique les refuse. Non, il ne l'a pas refusé. C'est-à-dire que depuis le 19, effectivement, il est à l'annexe psychiatrique de la prison de Forêt. Mais il ne le prend pas en charge parce que monsieur le considère comme un type normal. Non, le psychiatre de l'annexe ne le prend pas en charge. Ah ok, parce qu'il est considéré comme un homme normal. Oui. Mais pour la justice, c'est un fou. C'est un fou. C'est pas vrai. Oui, alors, le psychiatre, normalement, dans son dossier administratif, auquel j'ai eu accès au niveau de la commission de défense sociale, il n'y a même aucun rapport d'un psychiatre de l'annexe. Mais le premier rapport dont je vous disais qu'il a fait sortir même de la prison et de l'annexe, c'était fait par un docteur Zarour, qui finalement, d'ailleurs, il paraîtrait qu'il a perdu son poste, avait indiqué dans le rapport médical que les disputes de propriété ne rêvent pas de la psychiatrie, mais sont de la compétence des cours et tribunaux. Ce rapport existe, même aujourd'hui, mais il n'apparaît même pas lorsque vous devez lire le dossier. Et donc vous dites que ce médecin-là a perdu son poste. Oui, Enfin. Oui, c'est entre nous. Mais... donc, comment vous en tirez comme conclusion que c'est toujours peut-être les pressions. Oui, c'est toujours en fait, des pressions. M. Basséké, si je comprends très bien, est mal tombé et que, voilà, comme en Afrique, la justice de puissants existe en Belgique. Oui, c'est ça peut-être votre conclusion, si je comprends. Enfin, on va y arriver peut-être. Oui, quand on voit un peu le cheminement, c'est comme si, monsieur la Cour constitutionnelle, c'est vraiment la pièce maîtresse, la toile qui tisse toute la toile autour de... Il ne faut pas confondre la Cour constitutionnelle avec des magistrats qui y travaillent. Parce que je pense que dans... on le dit simplement pour situer un peu la personne. Oui, la personne travaille à la Cour constitutionnelle, mais il a des amitiés avec des gens du parquet, avec des juges, ce qui fait qu'il passe plus facilement ses plaintes ou toutes ses actions pour détenir la maison, je dirais pour de bon. Alors, la meilleure des choses pour le faire, c'est de rendre fou mon client. Si on parvient à l'internet de force, et c'est ce aujourd'hui à quoi j'ai peur, il arrive là que la commission de défense sociale décide de l'internet et qu'il le force à prendre des médicaments. Alors c'est la mort pour lui. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'ose. Parce que le psychiatre de l'annexe psychiatrique reconnaît que c'est un homme normal, mais vous imaginez s'il lui est arrivé d'être interné ailleurs, ça sera sa fête. Donc c'est-à-dire que au moment où nous parlons, on va essayer un peu de résumer pour essayer un peu que ça soit un peu plus clair parce qu'il y a des termes juridiques dedans. Et puis, c'est-à-dire, si nous avons bien compris, chers compatriotes, M. Basséké, qui est belge d'origine congolaise, a un problème immobilier contre un monsieur qui travaille à la Cour constitutionnelle. Prenons le cas du Congo, peut-être la Cour suprême de justice. Et puis, monsieur porte plainte contre M. Basséké. Et il le présente comme un fou. Oui. Alors qu'il existe un premier jugement qui a établi que M. Basséké, d'abord, est dans ses droits pour occuper cet appartement. Et il y a aussi d'autres rapports qui ont établi qu'il n'est pas fou, mais finalement, il se fera quand même arrêter et interner une deuxième fois à l'annexe psychiatrique. C'est-à-dire, chez nous, par exemple, c'est une prison pour les fous. Voilà, une prison pour les fous. Mais il s'est fait que dans cette prison, le monsieur qui est psychiatre, c'est-à-dire la personne, le médecin qui s'occupe des fous dans cette prison, le considère comme une personne normale. Il dit que non, ce monsieur n'est pas fou. Donc moi, je ne peux pas m'occuper de lui, je ne peux pas lui donner des médicaments. Alors qu'au niveau de la justice, ce monsieur-là est un fou. Et M. Basséké se retrouve dans une situation où, dans la prison, on ne sait pas lui donner à manger parce qu'on ne le considère pas comme fou. C'est comme ça, si je comprends très bien. Alors, raison. Maintenant, la crainte de l'avocat, donc M. François Sabakounzi, qui est ici avec nous,
est que, parce qu'il y a encore une décision qui est pendante au niveau du Conseil social, c'est ça vous dites? Non, il n'y a pas de décision pendante. Plutôt, les autorités belges veulent l'amener à ce que la Commission de défense sociale décide à ce qu'il soit interné. Pourquoi je vous le dis? Vous comprenez que nous avons appris le français. Et quand vous dites les autorités belges, c'est-à-dire vous supposez qu'avec la pression de ces messieurs, pour que, voilà, qu'ils soient... Oui, je crois que l'affaire devient étatique. Il n'est plus seulement judiciaire. Dans la mesure où, ce que je vous disais, je suis dans le dossier le 8 janvier, j'écris la première lettre au procureur du roi, avec copie pour l'information, le directeur de la prison de Forêt, le directeur de la commission de défense sociale qui doit statuer sur les fous, le ministre de la Justice. Ça, c'est le premier courrier. Et dans mon courrier du 14 janvier, je demandais au procureur de la République, plutôt du procureur du roi. Ça se comprend. oui, au procureur du roi de le mettre en liberté sans condition. Qu'est-ce qu'il va me répondre le 18 janvier? Il va me dire, c'est l'affaire de la commission de défense sociale. Et je lui répondrai le 18, le même jour qu'il me répond, en lui disant, écoute, le président de la commission de défense sociale n'a pas de policier. Il n'a pas de force. C'est vous qui avez arrêté d'une manière illégale et irrégulière Basseke. C'est vous qui devez la retirer de l'annexe psychiatrique de la prison de Forêt. Et dans tous mes courriers, que ce soit du 14 et 18, comme je vous l'indique, il y avait une copie pour le ministre de la Justice. Qu'est-ce que je n'aurai jamais de réaction de la part du ministre. Et lorsque le 31 janvier de cette année, j'aurai accès à consulter le dossier, je verrai effectivement qu'il n'y a ni mandat d'arrêt, ni mandat d'amener, ni un mandat d'internement dont il prétendait dire que c'était en fonction de cela que mon client avait été arrêté. Et alors, je vais porter l'affaire, je dirais, plus haut, et je vais demander au Premier ministre belge de s'occuper de ce cas. Le Premier ministre m'a répondu en me disant, écoute, vous connaissez la séparation des pouvoirs, vous êtes un praticien du droit, ce n'est pas à moi, j'espère que les instances judiciaires vont s'en occuper. Effectivement, après avoir écrit au Premier ministre, j'écrirai finalement une lettre au président de la commission de défense sociale parce que je voyais que tout était canalisé par le procureur du roi, par le Premier ministre d'une manière tout à fait implicite, à ce que ce soit la commission de défense sociale qui prenne la décision. Ouais. Alors, pourquoi je ne veux pas que la commission de défense sociale ne connaisse pas la cause de mon client? C'est parce qu'il y a un arrêt du 24 décembre qui est tout à fait explicite, 2008, qui indique que Daniel ne peut pas être emprisonné à l'annexe psychiatrique de la prison de Forêt. Or, je leur ai dit, mais quand même, c'est pas sérieux. Le français, vous le comprenez mal de toutes les manières. Si il y a un arrêt qui est interdit, vous ne pouvez pas détenir mon client là où c'est interdit qu'il soit. Est-ce que vous n'avez pas pris de renseignements si peut-être que cet arrêt a été cassé par un autre ou... Non. Les trois arrêts dont je vous ai parlé, d'ailleurs j'ai écrit une fois dans un de mes courriers au procureur du roi en lui disant, écoute, vous n'avez pas fait appel contre ces arrêts. Ils sont devenus définitifs. Et opposables à tous. Voilà, ils sont opposables à tous. Ils ont autorité de la chose jugée. Vous ne pouvez plus y revenir. Mon client ne peut plus avoir l'accès devant la commission de défense sociale. Voilà la situation dans laquelle nous sommes, mais cela étant, jusqu'à aujourd'hui, tout paraît bloqué. Tout paraît bloqué, pourquoi? C'est parce que... Mais bloqué, mais en même temps, lui, il croupit toujours à l'annexe psychiatrique de Forêt. Oui, tout à fait. Donc Forêt, comprenez, ce n'est pas Zamba, comme on dit en lingala, c'est la prison qui s'appelle la prison de Forêt. Oui. Ceci étant... Et donc, je vais quand même préciser, parce que ça, c'est très important, et votre crainte pour le moment, c'est que la commission de défense sociale puisse suivre la justice, enfin, disons, les arrêts qui mettent M. Basseke en prison pour le moment ou à l'annexe psychiatrique et qu'il soit reconnu comme fou et obliger les psychiatres à commencer à lui donner des médicaments de fou. Et donc vous dites que finalement ça sera sa mort. Oui, bien entendu. C'est ce que je crains et la commission de défense sociale
elle aussi, il va violer l'autorité de la chose jugée. Il ne peut pas aller à l'encontre des allées qui interdisent que Basséké soit interné. Je veux bien, ils peuvent raisonner sur notre plan, mais ils ne peuvent pas connaître de Basséké qui se trouve aujourd'hui interné là où il ne devrait pas être. Alors, mon souci, effectivement, c'est celui-là, parce que lorsque je n'avais pas encore eu accès au dossier, j'avais introduit une demande de mise en liberté devant la Chambre du Conseil, estimant qu'il y avait une ordonnance d'arrêt et mandat d'arrêt ou un mandat d'amener de la part du juge d'instruction. Lorsque je serai là-bas, on va déclarer ma requête irrecevable en disant que, messieurs, c'est une voie de fait. Et là, le procureur général, le procureur du roi plutôt à cette époque-là, lui aussi le connaissait qu'il a été arrêté d'une manière illégale et irrégulière parce qu'aucun document n'a été attesté pour l'arrêter. Et alors, quand vous avez dit, d'abord, on a constaté qu'il n'était plus congolais, en même temps on l'accusait de vol avec effraction et tout ça, et des destructions, patati machin. Qui a été finalement le plaignant par rapport à tout ça? Oui, mon frère, je vais vous dire que ce document maintenant il a disparu. Ce document n'existe plus dans le dossier administratif. Je l'ai vu qu'une fois, je l'ai dans mon dossier, je l'ai envoyé au procureur du roi, aux autorités, au ministre de la Justice, même au roi du peuple belge, pour lui montrer comment la justice ici a double vitesse. On a emprisonné une personne qui était congolais, qui avait fait des infractions alors que ce n'était pas vrai. Et autre chose qu'on a relevé aussi dans le dossier, c'est la petite note que le magistrat du parquet avait écrit au président de la commission de défense sociale en disant « on doit forcer, il doit être emprisonné ». Et maintenant, il est en prison, effectivement. Il ne fait rien à l'annexe, mais voilà. Alors, dernière petite question. Est-ce que vous n'envisagez pas un palier supérieur? C'est-à-dire peut-être contacter la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour européenne, je ne sais pas, des justices, parce qu'on dirait qu'au niveau national, il y a un problème, peut-être au niveau supra, on pourrait arriver à décanter cette situation. Oui, vous savez, je crois que c'est une opportunité que j'aurais à saisir si jamais les instances judiciaires belges ne veulent pas statuer d'une manière qui soit la plus convenable. Parce qu'aujourd'hui, nous avons même une affaire en cassation. Nous avons demandé une mise en liberté provisoire de Basséké. La Chambre du Conseil a déclaré notre demande irrecevable. Nous avons fait appel devant la Chambre de mise en accusation. Ils ont dépassé 15 jours pour statuer dernièrement. Et lorsque je plaidais l'affaire, même la Chambre de mise en accusation n'a rien dit concernant les délais qui doivent absolument être respectés parce qu'ils sont de l'ordre public. Je suis maintenant en cassation. Je suis curieux de voir qu'est-ce que la cassation va dire. Mais après ça, si je n'ai pas de gain de cause, j'irai à Strasbourg. Voilà, s'il n'y a pas de gain de cause, monsieur l'avocat ira à Strasbourg. Donc là, c'est la Cour européenne des droits de l'homme ou des justices, je ne sais pas. En tout cas, c'est une instance en matière de justice qui est supérieure à l'instance nationale, c'est-à-dire au niveau de la Belgique. Alors, je ne me sens pas vraiment très, très optimiste. Finalement, si vous aviez un dernier message, il y a des Congolais qui vous suivent énormément. Basséké, c'était un Congolais ou une personne d'origine congolaise qui aimerait en tout cas savoir qu'est-ce que vous leur demandez pour venir en aide à leurs compatriotes ou à leurs frères, quoi. Oui. Bon, vous savez, je vais vous dire honnêtement, je suis un praticien du droit, mais je suis déçu. Lorsque je vois dans ce pays qui a été, je dirais, notre meilleure patrie parce qu'il nous a colonisés, nous pensions venir dans ce pays pour avoir une certaine liberté. Alors, lorsqu'on souffre suite à ses origines, là, ça devient catastrophique. Lorsqu'il y a certains magistrats ou certains agents de l'ordre judiciaire qui statuent sur des dossiers sur base des origines ou de la couleur, ça c'est regrettable. Alors, je dirais pour mon client, si ceux qui m'entendent pouvaient avoir une certaine influence, c'est de demander au moins au ministre de la Justice, qui a aussi ce dossier à main, de faire respecter le droit. Jamais, je dirais à mes confrères africains, je leur dis, il n'y a aucun pays du monde, dans ces pays les plus civilisés, qui peut se permettre d'emprisonner quelqu'un
sans mandat d'aller et sans mandat d'amener. Alors là, je suis vraiment stomaqué. Je ne peux pas vous dire toute mon inquiétude ou bien aussi ma peur de voir des gens comme ça arrêtés, être détenus pendant plusieurs mois comme ça, en les appelant des fous, alors qu'ils savent que ce sont des hommes normaux. Un jour, j'ai dit à un président d'un tribunal que jamais dans ma vie, je n'ai jamais vu un inventaire qui soit fou. Si on me prouve ça, je pourrais le remplacer. Mais je ne pense pas. Un fou, c'est un fou. Ce n'est pas une personne qu'on peut... Et ici, dans la situation où nous sommes, à supposer que Daniel aurait eu ces problèmes. Nous sommes en 2008. Qu'est-ce qui a fait que 4 ans, 5 ans après, on vienne arrêter comme ça chez lui? Et encore ce que je dirais, vous savez que sa maison maintenant à Warem, c'était aussi sa maison. Il est maintenant sous serré. Et sa famille, il vit ailleurs. Vous comprenez que nous ne sommes plus dans un état de droit. Ça doit cesser. Je pense que si nous sommes ici, nous sommes belges, bien sûr nous sommes d'origine africaine, mais nous devons être traités pas moins que les Belges de souche. Nous sommes tous des compatriotes belges, nous aspirons au développement harmonieux d'un pays qui nous a accueillis et dont nous nous réclamons, en tout cas des Belges, mais nous évitons et nous pensons que les discriminations ou les traitements inhumains et dégradants doivent cesser envers certaines populations. Voilà, les traitements inhumains dégradants doivent cesser envers les Belges, qu'ils soient d'origine étrangère ou même des Belges de souche. Mais je vous dis simplement que M. Basseke est en train de vivre une véritable tragédie. Voilà quelqu'un qui était en droit de pouvoir obtenir gain de cause par rapport à un dû qui lui revient, qui se retrouve maintenant en prison, et pas n'importe quelle prison, mais en annexe psychiatrique, c'est-à-dire en annexe réservée aux fous. Eh bien, comprendre qui pourra, nous terminons en vous disant simplement que même ici, la République bananière en termes de justice, donc ça existe et vous en avez en tout cas la preuve. La justice des puissants, ça existe un peu partout, mais ce n'est pas l'occasion pour qu'on puisse jeter des fleurs ailleurs. Mais bon, nous espérons que Maître François Sabakounzi et M. Basseke pourront trouver en tout cas gain des causes dans les tout prochains jours. En tout cas, Maître, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Merci.